nous vous reconnaissons, venez, vous êtes déjà intégrés, vous faites partie de nous. Et ainsi, on évite les ghettos. Selon la tradition, le déclic est venu de ces percussions. Ainsi, le Mangalam a pu débuter. En d'autres termes, le bonheur de se retrouver et de partager a pu s'exprimer. Odon Vallet, quelle importance à Paris de cette composante hindoue? Alors ça, c'est passionnant. La communauté indienne à Paris, c'est vraiment très très intéressant. Elle est multiforme, comme l'Inde. Vous savez, l'Inde, c'est un pays dont on ne peut rien dire sans dire immédiatement le contraire, parce qu'il y a de tout en Inde. Donc les Indiens en France, il y a quoi? Il y a des musulmans. Il y a des Sikhs, notamment dans le nord de Paris, du côté de Bobigny, il y a des Sikhs. Vous avez des chrétiens. Mais vous avez aussi des hindouistes. Alors, du côté de la gare du Nord, vous avez quelques Russes et Little India, avec des boutiques qui vendent des vêtements, des robes de mariage indiennes. Et puis, il y a un petit temple aussi à Ganesh. Ça, c'est une communauté qui est très localisée. Et puis, il y a une nouvelle diaspora indienne qui est beaucoup plus diffuse, qui est arrivée plus récemment, peut-être parce que c'est devenu difficile de migrer en Angleterre. Alors, ces Indiens, vous les rencontrez un peu partout. Il y en a qui sont proches de la Tour Eiffel, qui vous vendent des souvenirs. Et puis, il y en a d'autres qui vont vous vendre, par exemple, les journaux le dimanche dans la rue. Donc, il y a une nouvelle diaspora indienne. Alors, il y en a qui sont très pauvres, mais il y en a aussi qui sont extrêmement instruits. Vous en avez dans les grands lycées de Paris et de province. Et c'est une communauté qu'on considérait naguère comme tout à fait secondaire, parce que les Indiens allaient en Angleterre, ils sont anglophones en principe. Mais maintenant, il y a une nouvelle communauté indienne en France, et je pense qu'elle est appelée à jouer un rôle très important dans les années à venir, spécialement en région parisienne. Kakoli Sengupta, vous fréquentez cette communauté indienne de Paris? Oui, pas beaucoup, mais quand même. Oui, je fréquente. Qui est très attachée à ces traditions? Très attachée, surtout côté Gare du Nord, parce que quand moi je suis venue ici, il n'y avait pratiquement rien à Paris. Donc pour acheter quelque chose, même pour un petit peu de riz basmati, il fallait aller en Angleterre. Mais maintenant, on trouve même dans les supermarchés basmati, et tout le monde mange basmati. Oui. Ça, on est content parce qu'il y a des jours, un dimanche peut-être, j'habite dans le sud de Paris et je vais dans le nord pour acheter un dosa ou balader un petit peu, quoi. Donc je retrouve l'Inde. Vous vous retrouvez chez vous. Voilà. Yolande Govindana, vous avez écrit, vous, sur le fait que ces traditions évoluent au fil du temps, des intérêts de la population, de leurs préoccupations. Alors, sur cette composante parisienne, est-ce que la situation a évolué à travers le temps? Alors, effectivement, quand je suis arrivée à Paris, c'est vrai qu'on a envie de retrouver une petite communauté hindoue. Donc, j'y étais dans la communauté indienne. Donc, effectivement, il y avait, ce qui était très curieux, le groupe anglophone et le groupe francophone. Donc c'était comme ça qu'on se retrouvait. Donc les anglophones nous fréquentons pas trop. Et puis après, notre société s'est un peu élargie. Progressivement, les anglophones et les francophones, on a réussi à se retrouver. Donc fêtes, danse, etc. Et en l'occurrence, donc j'ai beaucoup fait la danse indienne avec Savitri Nayar, peut-être que collaboratrice de Béjar à un moment donné. Donc c'était un peu mon hobby de l'époque. Et donc cette société, effectivement, a évolué entre une petite communauté migrante, puis il y avait la grande migration de Sri Lanka par rapport à la guerre civile, donc on a recueilli aussi les Tamouls de Sri Lanka, qui forment le 10e arrondissement. Et je pense que la Cité de l'immigration, à un moment donné, avait fait un numéro sur, peut-être que vous avez connaissance, il y a 2 ans de cela, sur les Indiens dans la ville de Paris, et j'ai dû participer à ce numéro, et montrer un peu l'évolution, qu'effectivement il y a un peu un clivage entre le sud et le nord, l'anglophone et le francophone. Mais autour des fêtes, donc on fait les fêtes, on est invité. Les fêtes, donc je suis invitée aux fêtes de Ganesh, aux fêtes de la lumière, où j'y vais pas. Et il y a des particularités, des différences par rapport à ce que vous avez connu à l'île de la Réunion? Tout à fait. Par exemple, je me suis amusée à New Delhi lors de un séjour où je n'allais pas du tout pour ça. J'étais dans Psychiatrie du Monde. Vous voyez, rencontre franco-indienne, psychanalyste indien et français, et moi, double appartenance. Donc à New Delhi, effectivement, quand je me suis dit, j'avais un collègue professeur à New Delhi et je voulais qui m'emmène dans les temples. Je me suis dit, je vais le suivre et à ce moment-là, je vais voir comment ça se passe. J'étais ahurie parce qu'effectivement, je lui dis, mais tu achètes des trucs comme ça à l'entrée, c'est pas purifié, donc acheter comme ça, chacun pose ses chaussures, il va dans le temple et tape. Je dis, chez nous, non, la purification, c'est important. Donc j'ai trouvé qu'il n'y avait plus de respect. Il n'y a plus du tout de respect. Dans la communauté indienne en France, il y en a une qu'on oublie souvent et qui est importante, c'est celle qui vient de Pondichéry. Les anciens territoires français, Pondichéry, Chandernagore, etc. C'est une
communauté qui est assez ancienne en France, qui est bien intégrée, qui a un haut niveau intellectuel. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que parmi les Indiens qui viennent de Pondichéry, il y en a plusieurs qui sont gardiens de lycée et dont les enfants réussissent très très bien et sont reçus dans les grandes écoles. Et cette communauté qui vient de Pondichéry, elle est assez importante. Et en même temps, il y a des traditions de va-et-vient entre Paris et Pondichéry. Il y avait un film d'Yves Robert, vous savez, celui qui a fait La guerre des boutons. Oui. Et ce film s'appelait Montparnasse-Pondichéry. Ça commençait dans le 14e arrondissement au lycée Buffon. Ça se terminait à Pondichéry parce qu'il y a un lien historique et culturel très important. Il y a un centre culturel à Pondichéry, il y a un lycée français, il y a les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, etc. Et donc, il y a un va-et-vient entre Pondichéry et la France encore aujourd'hui. Alors moi j'aimerais bien qu'on écoute, pour faire une petite, pour se mettre dans l'ambiance, quand même un des chants hein, qui est chanté à l'occasion de cette fête de Deepavali. Est-ce que Kakoli Sengupta, vous pouvez... Oui, j'aimerais bien, hein, comme on a dit que le jour de Diwali, on fait le Lakshmi et Ganesh, le rituel de Lakshmi et Ganesh. Et même Ganesh, l'année commence avec le puja on dit rituel, puja de Ganesh. Donc j'aimerais bien chanter quelque chose sur Ganesh. D'accord, bah allez-y. Vous faites l'invité de Versailles à Capola. Oui. Sri Ganesh Prathama Samara Sri Ganesh Gauri Sutta Priya Mahesh Sakala Bighana Bhai Kalesa Sumara Sri Ganesh Lambodara Bhaja Vishal Kara Trishula Chandra Bhala Sobhit Gale Pushpamala Sobhit Gale Pushpamala Rakta Basana Dhariya Prathama Sumara Sri Ganesh Prathama Sumara Sri Ganesh Gauri Sutta Priya Mahesh Sakala Bighana Bhai Kalesa Dorse Nibariyo Prathama Sumara Sri Ganesha Sri Ganesha. Bravo. Vous nous avez vraiment transporté là, Kakoli Sengupta. Quelle est la signification des paroles? Prathama Sumara Sri Ganesha. C'est la première Dieu. Je m'incline. Prathama Sumara Sri Ganesha. Gauri Sutta Priya Mahesha. Gauri, c'est un autre nom de sa mère, Parvati ou Sati. Gauri Sutta, le fils de Gauri, et aussi fils de Shiva, Mahesha. Hein? Il est aimé par le... il a un gros ventre. Il a des oreilles comme des éventails. Il a un long tronc. Il aime bien manger des pâtisseries et je m'incline. Tous les obstacles, mais j'incline.
Sébastien Foulin, qu'est-ce que vous a inspiré cette chanson? C'est très beau. C'est un chant traditionnel. Un chant traditionnel. Et tout ce que j'ai chanté, c'est basé sur un raga. Et tout ce que j'ai fait, ça c'est improvisé parce que la musique n'est pas écrite. Chez nous, il n'y a pas de musique écrite. C'est les paroles qui sont Les paroles sont anciennes, moi je ne sais pas. Qui viennent d'où? Qui viennent de quelle période, de quelle époque? Oh, c'est très ancien. Moi, je ne peux pas dire à quelle époque, mais c'est très ancien. On apprend. C'est mon maître qui m'a fait apprendre. Après, peut-être c'est son maître qui lui a fait apprendre. C'est ce qui est magique avec la tradition orale, c'est cette transmission. Voilà, parce c'est que tradition orale. c'est un peu comme quand vous écoutez ce genre de chanson, c'est un peu comme quand vous regardez le ciel et les étoiles. Vous êtes dans le passé, vous êtes dans l'histoire, donc ça renvoie à quelque chose de très ancré, de très habité. Ouais. C'est vraiment enraciné, c'est très très beau. Yolande Govindama, avant de donner la parole à Odon Vallée, quelle est la place de la musique dans la fête de Deepavali? La musique, elle est tout le temps présente dans tous les rites. Dans tous les rites, donc il y a des chants. Tous les rites, aucun rite hindou ne se passe sans les chants. Alors avant, c'était dans la Réunion beaucoup plus les hommes qui chantaient. Et puis progressivement, comme on a vu, beaucoup de femmes se sont mises à chanter, sont animées, toutes les rites à la Réunion. Les chants étaient réservés aux hommes? Intérieur. Les femmes chantaient à l'intérieur parce qu'elles n'avaient pas le droit de chanter l'extérieur devant les hommes. Et donc, il y a longtemps, absolument. pas maintenant. Et donc ça s'est évolué. Maintenant, c'est autant de femmes qui chantent dans les temples lors des rites que les hommes à ce moment-là. Odon Vallée. Alors, ce chant nous montre bien qui est Ganesh, qui est très très important. C'est celui qui renverse les obstacles. Alors, 3 obstacles. C'est l'éléphant. Oui, l'éléphant. Et donc, d'abord, les l'éléphant. obstacles civils, par exemple, dans la forêt, avec sa trompe, il va prendre les troncs d'arbres, il va les mener jusqu'à la menuiserie. Donc, il est très utile. Encore aujourd'hui, il sert à ça. Le seul problème, c'est qu'il consomme un éléphant 200 kg d'herbe par jour et l'éléphant d'Afrique 300 kg. Donc, il ne faut pas en mettre trop, sinon il bouffe toute la forêt. Mais il a été très utile. Les obstacles militaires, c'est les fameux éléphants d'Hannibal. Dans l'armée des Indes, il y avait 4 armées. Il y avait les fantassins, il y avait les cavaliers, il y avait les chars et il y avait l'armée des éléphants. Ça effrayait les ennemis. Et puis 3, il y a nos obstacles intérieurs à nous. Quand on rencontre des obstacles, quand on bute sur ces obstacles, c'est Ganesh qui va nous aider. Il va nous aider parce qu'il est tellement fort, il est 10 fois, 15 fois plus fort qu'un homme. Et en prenant exemple sur lui, on va pouvoir vaincre nos difficultés. Les catholiques vont s'adresser à Notre-Dame des Victoires, à Notre-Dame des Douleurs. On va s'adresser à Ganesh pour vaincre ces obstacles qui sont dans notre vie. Et c'est pour ça qu'à Paris Nord, il y a un petit temple à Ganesh, et que les Indiens français ou les Franco-Indiens ont gardé ce culte de Ganesh parce qu'eux, ils ont traversé des obstacles pour venir en France souvent. Ils rencontrent encore des obstacles aujourd'hui de tous ordres, administratifs, économiques. C'est Ganesh qui va les aider à vaincre ces obstacles. Et alors effectivement, Ganesh, dans tous les rites, dans les films que j'ai tournés, c'est celui qu'on invoque d'emblée pour écarter les obstacles, à ce moment-là, pour justement que tout ce qui est demandé aux dieux puisse atteindre les dieux, finalement, d'une certaine manière. Donc systématiquement, il est présent, avec Varuna, je pense que là j'écris en sanskrit, je parle en sanskrit, donc, qui est le dieu de l'eau, qui apporte l'eau pour le rite, et à ce moment-là, c'est omniprésent dans tous les rites. Donc s'il n'y a pas Ganesh, c'est donc les obstacles pour atteindre la divinité, donc le lien avec Dieu ne se fait pas. Et donc quand il y a les enfants malades ou tout ce qui est problématique, c'est l'invocation de Ganesh. Alors vous parlez des enfants, comment reçoivent-ils cette tradition Ah tout à fait, c'est extraordinaire. Moi j'ai décrit dans mon livre et puis dans les films on voit comment les enfants observent. C'est par l'observation que les enfants apprennent. Alors donc ils suivent tous les rites et on voit un petit garçon par exemple au moment où on est en train d'offrir les confiseries à Ganesh parce que c'était un rite de naissance. Et il a envie de toucher, d'aller les prendre, puisqu'il a 4 ans. Mais il sait que c'est interdit, puisqu'on offre aux divinités la priorité de la nourriture et que les humains ne mangent que les restes. Donc à ce moment-là, il passe, il va mettre son petit doigt à côté de la cendre, il prend du viboudi pour mettre sur le front, mais il ne touchera pas au gâteau, il va attendre le reste. Donc c'est par la transmission, c'est l'observation. Et alors vous avez observé, vous, Sébastien Foulin, vous preniez les confiseries quand vous étiez petit? Non, mais d'autant que je ne suis absolument pas du tout de cette culture, moi. Donc non, j'ai
jamais Mais assisté il y avait quand à même ce des, genre il y de avait des fête. sucreries, vous avez dit, il y avait Ah des oui, bonbons, alors il y avait- après, quand Ouais. on allait dans la fête publique, Ouais. mais là, Dans je les pense, rites sacrés, je pense que non. là, on est sur les rites sacrés, Ouais, c'est vrai. qui sont vraiment dans le cadre familial et des gens qui pratiquent ce culte. Ouais. Alors, quand vous parliez tout à l'heure de la Réunion, vous avez dit que c'était un modèle, évidemment, qui vous était Alors, cher. un parce que- modèle, oui, en tout cas, on le cite régulièrement Oui. comme modèle. oui. Avec ce mélange des cultures, est-ce que vous l'avez retrouvé quand vous êtes arrivé à Paris? Est-ce que c'est... Non, pas tout à fait, non. Je voudrais pas caricaturer les choses, mais... Ouais. Parce que nous parlons de cette communauté ouais. parisienne, alors, indo-parisienne. Ouais. Comment dire, justement, essayer de rester nuancé comme j'aime bien l'être. Ouais. C'est-à-dire Tout, que moi, tout en étant franc quand même. Ah hein, oui, vous pouvez oui, y aller. complètement. Oui. Attendez, la nuance ne veut pas dire qu'on contourne la vérité. Oui. Non, non, c'est juste dire les choses avec justesse. Oui. Moi, j'ai grandi à La Réunion, avec donc autour de moi toutes les ethnies, toutes les religions, en tout cas celles qui se trouvent à La Réunion, donc africaines, européennes, chinoises, indiennes, indiennes du Sud, indiennes du Nord, musulmans, tamouls, catholiques, bouddhistes. Et je dois vous avouer que je me suis jamais posé trop la question. Quand j'étais à La Réunion, j'ai pas vraiment eu de questions identitaires. J'avais le sentiment d'appartenir à La Réunion, d'être un Réunionnais qui avait des origines issues de l'esclavage. En fait, à La Réunion, ce qu'on aime dire, c'est qu'on descend tous du bateau. Cette île était vierge au XVIIe siècle. Il n'y avait personne sur cette île. Les premiers étaient quelques mutins européens qui ont été mis là parce qu'on s'est dit, ils vont se faire bouffer par des bestioles. Et puis 3 ans après, ils sont passés au large, ils ont vu de la fumée. Et ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils ne devraient plus être là. Donc ils sont partis les chercher, ils étaient une douzaine. Ouais. On les a amenés à Madagascar. Et puis on a commencé à coloniser l'endroit. Avec les fameuses filles de joie de La Rochelle, avec les premiers marins, on a fait venir des Malgaches, et puis après, on a connu l'histoire de l'esclavage. Ensuite sont arrivés les engagés, les Indiens, les Chinois, et ainsi de suite. Et La Réunion s'est constituée comme ça. Ouais. Donc, La Réunion, il y a eu l'esclavage, mais il y a aussi, certes, ce qu'on appelait les gros blancs, qui étaient les propriétaires terriens, qui avaient le café d'abord, ensuite la canne à sucre, mais il y avait aussi ce qu'on appelait les petits blancs, qui étaient les petits blancs des hauts, qui étaient moins que des esclaves. Les esclaves, ils avaient 2 droits. Ils avaient le droit d'être nourris et habillés par leur maître. Ouais. Les petits blancs, ils n'avaient même pas ça. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de solidarité, puisque après il y a eu un métissage hallucinant. Chez moi, il y a de l'européen, de l'indien, de l'africain, et vous retrouvez tout ça chez tous les Réunionnais. Donc je me suis jamais vraiment posé cette question. Et en arrivant à Paris, c'est là qu'on m'a, entre guillemets, jeté à la figure une différence que j'avais sur moi, parce que voilà, en me disant, mais alors tu viens d'où, machin? Alors La Réunion, oui, mais alors tu viens d'Inde? Bah non, je viens pas de l'Inde, je viens de La Réunion. Oui, mais t'es Mauricien, alors bah non, je suis de La Réunion. Et d'ailleurs, je suis né aussi à Madagascar. Et d'ailleurs, quand je remonte dans mon arbre généalogique, il y a des Palois, et il y a aussi des Indonésiens, des Malaisiens, des Indiens. Donc à un moment donné, on s'en sort pas. Donc c'est vrai que cette question identitaire, je me la suis vraiment posée en creux, en arrivant ici. Et pas quand j'étais là-bas. Ouais. Ouais, Donc, J'étais voilà. long, excusez-moi. Non, mais, non, non, mais Non, pas c'était du très tout, mais intéressant. c'est très bien dit. Si vous voulez, La Réunion, c'est l'île du métissage. Hein. Il y a même une école coranique, une madrasa, qui est Tout sous à fait. contrat d'association Tout à avec fait. l'État. En France métropolitaine, dans l'Hexagone, on a du mal à comprendre. Je crois que La Réunion, ça s'explique beaucoup par le fait que c'est une île de l'océan Indien. Que ce soit l'île Maurice, La Réunion, Madagascar, ce sont des îles qui doivent beaucoup aux océans, parce qu'avec les océans, on est venu d'Afrique, on est venu d'Asie et on est venu d'Europe. Hein, ça, c'est ça. C'est assez différent de l'Inde, parce que l'Inde a au contraire une personnalité extrêmement forte. Et en Inde, on n'exporte pas sa religion en dehors des communautés, des diasporas. Si vous voulez. Les hindouistes sont pratiquement tous indiens ou de la diaspora indienne. Parce que pour comprendre ces histoires de Ganesh, de Hanuman, etc., il faut avoir baigné là-dedans depuis son enfance. Vous voulez dire que ça ne peut pas Non, on ne se devenir une convertit fête... pas. On se convertit à l'islam, au catholicisme, Oui, au tout à bouddhisme. fait, tout à Mais fait. c'est très Tout à difficile fait, de se convertir tout à à l'hindouisme. Il faut comprendre. Tout à fait. Prenez Shiva. Shiva, c'est le dieu de la fertilité avec son fameux phallus, son lingua qu'on vénère. Et puis la yoni, la vulve féminine. Bon, nous, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Les missionnaires catholiques ont dit c'est porno. Pas du tout. Puisque Shiva est en même temps le
dieu de la chasteté. Oui. C'est un monde qui est psychologiquement un monde extraordinairement différent. Un monde qui ne divise pas l'âme et le corps. Non. Un monde qui unit l'âme et le corps. Le yoga, c'est le lien entre l'âme et le corps. Et dans toutes ces fêtes de l'hindouisme, vous avez une expression corporelle par le chant, par la danse, par les vêtements qui jouent un rôle capital qui est énorme. Yolande Govindana. Oui, je crois qu'effectivement, vous avez raison quand vous dites que l'hindouisme, ça ne se transporte pas, ça ne se convertit pas. C'est-à-dire qu'à La Réunion, quand le groupe est arrivé, effectivement, les engagés ont été confondus avec les esclaves en étant logés dans les mêmes cabanons, donc favorisant une espèce de métissage. Et puisque les maîtres blancs ne pouvaient pas faire la différence, ils considéraient que c'était des hommes de couleur. À partir du moment de ces hommes de couleur, ils ne savaient pas la civilisation hindoue ou quoi que ce soit. Donc la religion hindoue a été relayée à la bizarrerie, à la sorcellerie, de longue date. C'est-à-dire que les Réunionnais avaient peur de l'hindouisme à La Réunion et c'était la deuxième religion imposée à La Réunion dans le contrat franco-anglais 1860 et avec les temples, puisque c'était le code noir qui était appliqué. Donc 1685-1723 à La Réunion et le code noir prônait la religion romaine comme seule religion. À savoir qu'il n'y avait aucune autre religion pratiquée, y compris à ce moment-là aussi, on a la confiscation des biens des Juifs qui s'est aussi positionnée dans ce code noir à l'époque. Donc c'est pour ça que si vous voulez, l'hindouisme s'est réparti progressivement, mais parce qu'on a embauché les Africains, descendants africains, pour la musique, pour les tambours qui étaient impurs, les peaux de chèvre qui sont impurs. Donc ils ont appris les rudiments et ce qui a fait la sortie de l'hindouisme du groupe endogame. Sébastien Follin. Non, mais vous parliez au passé en disant on avait peur des Indiens jusqu'à maintenant. Il y a quand même cette superstition à La Réunion autour de tous les rites, indiens, des temples. Et puis en plus à La Réunion, c'est particulier parce que ça se mélange avec les rites comoriens, les rites malgaches. Il y a énormément de métissage aussi par rapport à ça qui crée des vraies spécificités autour de toutes ces cultures. Et tout cela est bien évidemment hérité toujours de cette période de peuplement principal qui est l'esclavage et l'engagisme. Tout vient de là. C'est pour ça qu'on se sent à la fois très concerné par tout ça quand on est réunionnais, parce qu'on a tous en nous un peu de sang chinois, un peu de sang indien, un peu de sang africain, un peu de sang européen. Donc on a tous un petit peu de ça en nous. Et puis d'un autre côté, comme on n'a pas grandi dans ce culte, on en a un petit peu peur aussi. Alors, je vais vous confier un secret. Allez-y. Je suis enseignant en université, mais je fais aussi beaucoup de conférences dans les lycées. Et j'ai noté, puisqu'on parlait de peur des Indiens, que dans les amphis, c'est pas du tout. Et au contraire, les étudiants indiens, mais aussi réunionnais, mais aussi malgaches, ont beaucoup de succès auprès des jeunes filles. Je me suis demandé pourquoi. Bon, pas seulement parce qu'ils sont beaux, donc. Peut-être. Comme Sébastien. Pas seulement, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses. Parce qu'ils sont d'une civilisation ou deux civilisations qui sont elles-mêmes des